le 10 mars 1906. Cette date marque la plus grande catastrophe minière de toute l'histoire européenne. Et ça s'est passé dans le nord de la France. Un événement tellement terrible qui n'a pas seulement coûté la vie à plus de 1000 personnes, non, il a complètement forcé l'industrie à revoir toutes ses règles. On va donc voir ensemble comment cette tragédie a paradoxalement posé les bases de la sécurité au travail qu'on connaît aujourd'hui. 1099, c'est le bilan officiel. Et rien que de le dire, ça fait froid dans le dos. 1099 morts, des pères, des fils et même des enfants qu'on appelait les galibots. Un chiffre qui dépasse l'entendement et qui pose immédiatement une question: comment une telle hécatombe a-t-elle bien pu se produire? Pour bien se rendre compte de l'ampleur du drame, il faut s'imaginer ça. Une onde de feu, de souffle, qui se propage à une vitesse hallucinante dans un labyrinthe souterrain de 110 km, en moins de 2 minutes. C'est à peine le temps de réaliser ce qui se passe et tout était déjà fini, anéanti. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va revivre le cataclysme. Ensuite, on va disséquer les causes de la tragédie, son anatomie si on veut. Puis, on verra comment la colère a explosé, quel héritage Courrières nous a laissé et, enfin, pourquoi ce devoir de mémoire reste essentiel, même aujourd'hui. On est donc dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Il est à peine 6h30 du matin, ce 10 mars 1906. Près de 1700 mineurs viennent de descendre dans les fosses de la compagnie de Courrières. Pour eux, c'est une journée de travail qui commence, une journée comme les autres. Et puis, soudain, une détonation. Sourde, foudroyante. En surface, la terre tremble. Des puits s'échappe une fumée noire, épaisse. Des débris sont projetés à des dizaines de mètres dans les airs. Et même des cages d'ascenseurs, des chevaux. C'est l'apocalypse. La mine vient de se transformer en un véritable enfer. Bon, il faut tout de suite le dire. Cet événement, ce n'était pas un coup du sort, pas juste la faute à pas de chance. Non. La catastrophe de Courrières, c'est le résultat d'une cascade de défaillances. Techniques, humaines, organisationnelles. Bref, une véritable défaillance systémique. Et pour bien comprendre comment tous ces facteurs se sont enchaînés, on va utiliser un outil d'analyse assez connu en gestion des risques, le diagramme des 5M. Ça va nous permettre de classer les causes en 5 grandes familles et de voir petit à petit comment l'impensable est devenu inévitable. Allez, on commence avec le premier M, le milieu, c'est-à-dire l'environnement de travail, le contexte. Et là, il faut bien comprendre que la mine de Courrières était, sans que beaucoup s'en doutent, une véritable poudrière prête à exploser. En fait, plusieurs éléments ont créé un piège mortel. D'abord, ce réseau immense de galeries, toutes connectées les unes aux autres, ce qui a permis à l'explosion de se propager partout. Ensuite, et c'est crucial, la mine était classée non grisouteuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mesures de sécurité étaient bien moins strictes. Et pour couronner le tout, un incendie couvait depuis 3 jours dans une galerie. Un signal d'alarme énorme qui n'a tout simplement pas été entendu. On passe au deuxième M, la matière. Et là, on ne parle pas juste du charbon en tant que tel. On parle d'un de ses composants les plus dangereux et à l'époque, l'un des plus méconnus en France. Le point clé ici, c'est ce qu'on appelle le coup de poussier. L'explosion de départ, probablement du gaz, le fameux grisou, ce n'était que l'allumette. Le véritable carburant de l'explosion, c'était la fine poussière de charbon qui flottait partout dans l'air. C'est elle qui a provoqué une réaction en chaîne monstrueuse qui a propagé le souffle et le feu à près de 1000 km/h. Une force destructrice que les ingénieurs de l'époque sous-estimaient complètement. Troisième M, le matériel. Là, on s'attaque aux défaillances des équipements. Dans un environnement aussi hostile, chaque outil, chaque appareil compte. Et à Courrières, beaucoup de choses n'allaient pas de ce côté-là. Puisque la mine était jugée non grisouteuse, les mineurs avaient le droit d'utiliser des lampes à flamme nue. Une source d'ignition parfaite pour le gaz ou la poussière, c'est quand même incroyable. Ajoutez à ça une ventilation qui laissait à désirer, des explosifs pas franchement sécurisés, et surtout, une quasi-absence d'équipement de secours organisé. Le piège était parfaitement en place. On en arrive maintenant au quatrième M, la méthode. Ici, on parle des procédures, des décisions prises par le management qui ont mené tout droit à la catastrophe. Et c'est peut-être l'aspect le plus révoltant de toute cette histoire. Face à l'incendie dans la veine Cécile, la direction a pris une décision fatale. Au lieu d'éteindre le feu, d'évacuer, de noyer la galerie, non, ils ont décidé de murer le foyer pour l'étouffer. Pourquoi? Pour préserver le gisement de charbon. Une décision purement économique. Et pendant ce temps, les mineurs qui alertaient sur des odeurs de gaz, on les a ignorés. La productivité passait avant tout, absolument tout, même la vie des hommes. Et on termine avec le 5e et dernier M, la main-d'œuvre. Ce point touche à la culture d'entreprise, à la formation et surtout à la relation entre les mineurs et leur hiérarchie.
il faut s'imaginer une culture managérielle extrêmement autoritaire. La parole des mineurs, de ceux qui étaient au contact direct et permanent du danger, eh bien, elle ne pesait rien face à celle des ingénieurs. La veille du drame, un délégué mineur avait même demandé l'arrêt du travail à cause du feu. Personne ne l'a écouté. Ce manque d'écoute, combiné au manque de formation, a été le dernier maillon de cette chaîne tragique. Après le choc, l'horreur, la douleur, vient le temps de la colère. Et c'est une décision de la compagnie minière, une de plus, qui va mettre le feu aux poudres et transformer le deuil en une révolte sociale historique. Regardez cette chronologie, elle parle d'elle-même. On est le 13 mars, 3 jours seulement après le drame. Il y a peut-être encore des survivants au fond, mais la compagnie ordonne l'arrêt des secours pour sauver le charbon. C'est la décision de trop. C'est l'étincelle qui déclenche un incendie social. Dès le lendemain, 50 000 mineurs se mettent en grève. Un mouvement d'une ampleur inédite qui va déboucher, quelques mois plus tard, sur une avancée sociale majeure pour tous les travailleurs, le repos hebdomadaire. Si une telle tragédie peut avoir un sens, c'est bien dans les leçons qu'on en tire. Et Courrières a été un électrochoc. Un électrochoc qui a forcé toute l'industrie à repenser de A à Z sa vision de la sécurité. Ces 5 leçons, ce sont l'héritage direct des 5 M qu'on vient de voir. Face à l'ignorance sur la matière, la poussière, on a créé la recherche scientifique en sécurité. En réponse à la méthode de la direction qui a privilégié le profit, on a gravé dans le marbre le principe de la sécurité d'abord. Les défaillances de matériel et l'abandon de la main-d'œuvre ont mené à la professionnalisation des secours. On a surtout compris une chose. Les catastrophes ne sont pas une fatalité liée au milieu. Elles peuvent être prévenues. Et pour encadrer tout ça, la réglementation et le contrôle par l'État ont été massivement renforcés. Cette phrase est forte, parce qu'elle est vraie. Chaque ligne d'un règlement de sécurité, chaque procédure, chaque équipement de protection qu'on utilise aujourd'hui, tout ça, c'est l'héritage de drames comme celui de Courrières. C'est un rappel constant du prix humain qu'a coûté le progrès. Se souvenir de Courrières, ce n'est donc pas juste regarder dans le rétroviseur. C'est avant tout comprendre que les protocoles qui nous protègent aujourd'hui, eh bien, ils sont le plus bel hommage qu'on puisse rendre aux 1099 victimes de 1906. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Pour aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, face aux pressions économiques modernes, à la course à la productivité, est-ce que la leçon de Courrières est vraiment intégrée? Est-ce que la sécurité est, dans les faits, toujours et partout, une valeur réellement non négociable? C'est une question qu'il faut continuer à se poser, encore et toujours.